Bonsoir et bienvenue dans votre magazine d'enquête 52 minutes pour comprendre. Ce soir, je vous invite à regarder un document exceptionnel. En effet, nos équipes ont poussé en exclusivité les portes de la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Jamais auparavant, une équipe de télévision ne s'était immergée au sein de l'institution. La Banque centrale est une institution internationale majeure regroupant 8 pays de l'Afrique de l'Ouest au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Alors, quelles sont les missions de la BCEAO? Qui fait quoi à son siège de Dakar? Comment réagit-elle face aux polémiques sur le franc CFA attaqué de toutes parts? La Banque centrale est-elle garante de notre stabilité monétaire? Ou encore, favorise-t-elle le développement de nouveaux modes de financement dont peuvent bénéficier les populations? A-t-elle réellement une influence sur les frais bancaires qui ne cessent de grimper? Les enjeux et les perspectives de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, tout cela ce soir dans un documentaire exclusif réalisé par les équipes de Soprod. On compte 145 banques et institutions financières dans l'Union monétaire ouest-africaine, l'UMOA. Une institution est en charge, entre autres, de les surveiller, de les sanctionner, de leur donner ou leur retirer leur agrément. C'est la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Ses missions sont nombreuses. Un véritable dispositif dans les États qui, pour la première fois, vous ouvre ses portes. Dakar, en novembre dernier. Nous sommes au siège de la BCEAO. Veille d'une cérémonie officielle. La remise de prix pour la promotion de la recherche économique. Le prix Abdoulaye Fadiga. Toutes les huiles de la BCEAO sont sur le pied de guerre. De toute façon, vous devez recommencer les autocollants là demain, ils ne tiennent pas. Il faut en refaire d'autres. Celui-là, il a commencé à tirer. Et le gouverneur, pourquoi on ne met pas son nom? Parce que c'est tellement évident que c'est sa place. Oh, on ne met pas. On met la dernière minute. Ah, ok. C'est le matin qu'on le pose. C'est tellement évident que c'est sa place qu'on ne met pas son nom. D'accord. Si certains jours, comme ce jour férié, la BCEAO est occupée dans les préparatifs de cérémonies officielles, le reste de l'année, celle-ci est une institution très sérieuse et très secrète. La BCEAO est une institution publique internationale qui gère la monnaie d'un groupe de 8 pays. Elle contrôle la quantité de monnaie en circulation. Pour gérer la monnaie, la Banque centrale s'appuie sur un taux directeur, soit le coût de l'argent qu'elle donne aux banques. Plus le taux directeur est faible, plus la demande de monnaie est forte, ce qui peut créer de l'inflation. À l'inverse, plus le taux directeur est élevé et moins il y a de demande de monnaie. Son rôle est donc de maintenir l'équilibre, une faible inflation compatible avec une croissance saine et durable pour l'ensemble des pays de l'UMOA. C'est ce qu'on appelle la politique monétaire. Pour permettre à la population de comprendre un peu mieux ses activités, la BCEAO réalise un magazine qu'elle compte désormais distribuer en externe. Voici le numéro 1. C'est le journal de la BCEAO. C'est une belle première, hein. C'est vraiment une belle première. Et toutes les banques centrales. Et puis on est surtout fiers de communiquer aux autres ce qu'on sait faire. Pourquoi vous êtes aussi fier que ça soit un 100% BCEAO? Vous voyez celui dont on est si fier. Abdoulaye Fadiga, le héros de la BCEAO. Et pour cause, c'est le premier gouverneur africain de la Banque centrale. Ivoirien, africaniste convaincu, il est nommé gouverneur en 1974. Une seule ambition, l'africanisation totale du personnel de la Banque centrale, en remplaçant les Français par des cadres et experts africains. En déménageant le siège de Paris à Dakar. 14 années de combat, il laisse un héritage
Une institution capitale dans la politique monétaire ouest-africaine, totalement autonome. Elle compte aujourd'hui plus de 3500 agents. Conseiller en communication du gouverneur de la BCEAO, Daniel Benoît veille sur l'image de cette institution. Arrivée depuis peu, elle en connaît pourtant déjà les moindres rouages, son histoire, ses sensibilités, sa complexité. J'ai toujours pensé qu'une banque centrale, ça faisait des billets de banque et des pièces de monnaie. C'est tout. Je ne savais pas tout ce qu'ils faisaient. J'avais aucune idée qui recommandaient des choses pour que nos pays se portent mieux sur le plan économique, qu'ils étudiaient, parce que justement en économie, je me suis rendu compte que c'est un peu comme en médecine, où tu as des dentistes, des cardiologues, des diabétologues. Voilà, là c'est pareil, on a des statisticiens, des ingénieurs statisticiens, des macroéconomistes, des prévisionnistes, des conjoncturistes, tout ça. Et il y a plusieurs métiers dans la banque et tout ce qu'ils font est utile. La BCEAO a plusieurs missions. Elle définit et met en œuvre la politique monétaire. Elle veille à la stabilité du système bancaire et financier. Elle émet les signes monétaires, billets de banque et pièces de monnaie, et entretient la circulation fiduciaire, c'est-à-dire qu'elle veille à ce que l'argent soit en circulation et ne manque pas sur toute l'étendue des 8 pays. Elle assure également la supervision et la sécurité des systèmes de paiement. Elle met en œuvre la politique de change de l'UMOA. Et enfin, elle gère les réserves officielles de change des États membres de l'UMOA. Dans ses activités stratégiques, la gestion des réserves de change, soit les avoirs en devises étrangères ou en or de la Banque centrale. Elle est sous la direction des opérations de marché. Mahaman Alassane Touré en est le directeur. Nos clients, ce sont les États et les banques. Donc, vu la nature de la clientèle, je dirais que c'est vraiment une activité stratégique. Toutes les opérations financières des États sur l'extérieur. Donc, nous sommes le seul point de contact des États avec les marchés financiers extérieurs. À peu près 120 banques qui nous sollicitent dans le cadre de leurs opérations sur l'extérieur. C'est-à-dire que les banques peuvent, pour les besoins de leur clientèle, effectuer des opérations en devises sur l'extérieur à partir de leurs ressources propres, mais quand elles sont dans des situations d'insuffisance de devises, elles peuvent solliciter la Banque centrale qui, chaque fois que la demande est motivée, honore la requête dans des délais relativement courts. Mahaman Alassane Touré est connecté en permanence avec le monde entier. Il travaille à la BCEAO depuis 16 ans. Il a fait ses armes en tant que trader à la salle des marchés, un lieu ultra sécurisé et pour cause. Alors c'est quoi une salle de marché? Une salle des marchés, on va le dire très simplement, c'est notre interface avec les marchés financiers. Donc c'est à travers cette salle que nous passons toutes les opérations financières sur l'extérieur, c'est-à-dire les opérations de placement des réserves de change, les opérations d'acquisition ou de cession de devises pour le compte des clients de la Banque centrale, parce que nous avons des clients, en particulier les États ou les banques commerciales. Et enfin, c'est à travers cette salle également que nous suivons les développements sur les marchés financiers pour essayer d'optimiser la gestion de nos placements, les placements dans le cadre de la gestion des réserves de change. Autrement dit, la salle des marchés est l'interface de la BCEAO avec les places financières internationales comme Paris, Londres ou New York. C'est au niveau de cette salle que sont conclues toutes les opérations dans le cadre de la gestion des réserves de change de la BCEAO, de même que les transactions en devises étrangères. On peut se dire que la Banque centrale détient les meilleurs analystes financiers de l'Afrique de l'Ouest? Sans prétention, nous avons ici les mêmes compétences que vous pouvez retrouver sur n'importe quelle place financière internationale. Est-ce que vous avez fait vos études au Sénégal? J'ai commencé mes études au Sénégal, je les ai terminées à Paris et j'ai continué également à me former avec différents certificats, donc des certifications internationales. À Paris, j'ai fait de l'ingénierie statistique et informatique pour la finance, l'assurance et les risques. Donc il y a une formation en mathématiques, en informatique et en économie. Vous avez eu des propositions ailleurs? On essaie de vous débaucher depuis que vous êtes à la Banque centrale. Est-ce qu'on vous appelle, on vous dit mais viens travailler avec nous? Oui, il y a eu des propositions. Et des propositions avec des salaires plus élevés que la Banque centrale et vous partez pas? Oui, il y en a eu, ouais. Et bon, pour l'instant, je suis encore là.
Ça s'appelle la loyauté. La loyauté, voilà. Vous étiez au courant que le directeur avait commencé ici à la Banque centrale? Moi, j'étais au courant. Alors ça donne de l'espoir. Vous dites, moi aussi, un jour, je serai peut-être le directeur. Je pense même plus. Gouverneur. Bon, peut-être pas gouverneur, mais bon, j'aspire à occuper d'autres fonctions au sein de la Banque centrale. Donc, après, bon, je pense qu'avec du travail et de l'abnégation, tout est possible. Vous avez envie de faire carrière ici? Moi, j'ai envie de faire carrière à la Banque centrale. À en croire son personnel, travailler dans cette institution est un véritable sacerdoce. Beaucoup d'exigences, beaucoup de confidentialité et beaucoup de déplacements. Les agents courent de réunion en conseil, de comité en commission, aux quatre coins du monde. Nous sommes à la direction nationale de la BCEAO pour la Côte d'Ivoire, l'agence principale d'Abidjan. La BCEAO organise le conseil des ministres de l'UMOA 4 fois par an. Dans cette salle, les ministres des Finances de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Bénin, de la Guinée-Bissau, du Burkina Faso, du Niger, du Togo et bien sûr du Sénégal. Ça va? Ça va bien. C'est le ministre du budget de mon pays, M. Birima Mangara. C'est pour ça que je viens le saluer particulièrement. Merci. Allez. Ministre du Togo. Oui. Bonjour, monsieur le ministre. Comment ça va? Ça va? Bien, bien. Et vous, ça va bien? Ça va. Welcome back. Merci. Monsieur Cissé, qu'est-ce qui se joue pour la Côte d'Ivoire à une telle réunion là? Vous savez, nous sommes aujourd'hui en Côte d'Ivoire environ 24 millions, mais nous ne devons pas nous limiter uniquement à notre marché. Nous pensons en régionalisation, nous pensons en intégration. Donc l'UEMOA nous donne l'occasion d'avoir accès à un marché de l'ordre de 100 millions de personnes qui partagent beaucoup de choses en commun. Donc l'une des choses dont vous avez connaissance, c'est la monnaie. Donc l'occasion de ces conseils, ça donne vraiment l'occasion aux différents ministres en charge des finances et d'autres secteurs d'échanger sur des problématiques importantes pour le développement de notre union. Quel est le rapport des ministres des Finances et des différents ministres d'État qui sont présents avec la Banque centrale? Est-ce que le gouverneur, c'est quelqu'un avec qui on se tient à carreau ou c'est-à-dire qu'on n'a pas intérêt de faire un faux pas, on montre toujours qu'on est des bons élèves? Non, mais vous savez, c'est vraiment des discussions complètement ouvertes, avec un principe important et simple, c'est celui de l'efficacité et de l'amélioration de l'état de l'Union. Ouais. Bien entendu, le rôle du gouverneur, c'est de nous alerter aussi sur éventuellement les points qui méritent notre attention. Donc lorsqu'on passe par exemple au rouge au niveau d'un indicateur, il nous prévient en nous disant « Ah, attention, sur cet indicateur-là, il faut faire attention, il faut que vous améliorez telle ou telle chose. » Vous avez vu, notamment dans la zone CEMAC, Ouais. avec la baisse importante des cours des matières premières, notamment du pétrole qu'on a connu au cours des 2-3 dernières années, vous avez vu qu'il y avait eu quand même un impact, que ce soit sur le budget, que ce soit sur les déficits budgétaires, que ce soit sur les réserves. Donc c'est des points que nous essayons de suivre. Et le gouverneur nous donne une vision complète en nous disant voilà ce qui se passe dans notre zone, mais pas uniquement dans notre zone, voilà ce qui se passe en Europe, voilà ce qui se passe en Asie, voilà ce qui se passe dans la zone CEMAC, et voilà les impacts que ça pourrait avoir sur votre zone. Voilà ce qui se passe au niveau bancaire. Donc, honnêtement, contrairement aux visions monétaires uniques que nous avons dans nos pays, ça nous permet d'avoir une vision générale. Et ça n'a pas de prix pour des personnes comme nous qui essayons de faire un petit peu, qui conseillons nos chefs d'État, qui regardons nos économies. Excellente collaboration avec la Banque centrale. Excellente. Des pays qui ont des voyants au rouge. Dans la zone UEMOA, tout se passe bien. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on dorme sur nos lauriers. Il faut que nous travaillions pour nous assurer que dans les années à venir, on continue toujours. Vous savez, ça fait quand même du boulot. Le gouverneur Thiemoko Méliette Koné fait son entrée, suivi du président du Conseil des ministres. Cette année, c'est le ministre des Finances du Bénin. Son arrivée sonne le début du Conseil. Il est l'heure pour la presse de quitter la salle. Le Conseil va durer plus de 4 heures. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest est la garante de la croissance économique de la région
de la stabilité et de la convertibilité de la monnaie commune, le franc CFA. Avec plus de 40 ans de carrière à la BCEAO, le gouverneur est un expert en la matière. Nous le retrouvons dans son bureau, entouré de ses proches collaborateurs. Vous avez quand même un rôle d'observateur et d'alerte, c'est ça? Dans les missions qui nous sont confiées, oui. Par exemple, l'analyse de la situation économique internationale, régionale, et puis pays par pays. Nous avons les éléments. Il y a des évolutions à chaque fois. Donc nous leur retraçons les évolutions qu'il y a dans le monde, dans la sous-région. Et analyser aussi les répercussions que cela peut avoir sur nos économies. Et ce qu'il faut prendre comme disposition immédiatement, à moyen terme, à long terme, éventuellement par rapport à la situation. Est-ce qu'il y a des pays pour lesquels il y a des indicateurs inquiétants? Non, en tout cas dans la dynamique de croissance. Que pour l'instant tout va bien, mais ça ne veut pas dire que tout va bien tout le temps. Il y a des facteurs de risque. Ce qu'il faut, c'est de travailler à faire de telle sorte que ces risques ne surviennent pas. Je vous donne un exemple. On a le CILS qui s'occupe un peu de tout ce qui est météo et prévision météorologique. Si le CILS nous dit qu'il y a des risques d'inondation, par exemple, dans certains pays, mais il est évident que les pays vont prendre des dispositions pour que les conséquences de ces inondations ne perturbent pas la production agricole d'une certaine façon. Qui pourrait avoir des conséquences énormes au niveau économique. Si les pluies ne s'installent pas en durée et en quantité, de manière à permettre que certaines cultures, notamment l'agriculture vivrière, puissent permettre d'avoir des productions qui satisfassent les besoins des pays, ça peut être un risque. Donc tous ces risques-là sont su. Et on dit qu'il faut prendre des dispositions pour pouvoir le faire éventuellement. La BCEAO veille à la conformité des banques et au bon respect des lois financières. Depuis 7 ans, le gouverneur met un point d'honneur à ce que les directives soient respectées. Alors, chaque trimestre, lors de la réunion de la commission bancaire, il auditionne les mauvais élèves du système. Dernier réglage avec ses équipes. Session ordinaire de la commission bancaire et en même temps lors du jour de la session extraordinaire qui se tiendra jeudi. Donc, je vous donne la parole pour la présentation de l'ordre du jour. Donc, vous avez la parole. 12 banques doivent être auditionnées ce jour. La Commission a le pouvoir de sanctionner les établissements bancaires qui ne respectent pas les réglementations en vigueur. Sanctions pécuniaires, voire retrait d'agrément, de quoi faire trembler toutes les institutions financières. Alors qu'est-ce qui se joue? Ce qui se joue, c'est que la Commission bancaire fait un travail courant, un travail permanent de préserver la stabilité du système bancaire de l'Union. C'est un travail de tous les jours. Ce n'est pas un travail qu'on peut juger en une session. Tous les jours, il y a des équipes qui se déplacent, il y a des contrôles qui se font, il y a des injonctions, il y a des conseils qui se donnent. Et c'est ce travail-là dans sa totalité. Quand on convoque une banque, c'est qu'il y a une raison. Quelles sont les raisons qui reviennent le plus souvent? Alors, quand on convoque une banque, c'est qu'elle a enfreint, disons, à la réglementation. La réglementation, elle est diverse. Il y a ce qu'on appelle le dispositif prudentiel qui oblige les banques à respecter certaines règles de gestion parce que vous savez que les banques, elles recueillent l'argent du public et donc il faut que nous nous assurons que cet argent du public que les banques collectent est bien utilisé. Donc une banque peut enfreindre momentanément ou pendant un certain temps une de ces règles, on la convoque à l'effet de lui... de l'obliger ou bien en tout cas de lui donner une injonction pour revenir aux règles. Qu'est-ce qui est le plus grave pour un banquier? C'est quoi alors? Le plus grave pour un banquier, peut-être, c'est de dire qu'une banque n'est plus solvable. Voilà. Nous avons ce qu'on appelle le ratio de solvabilité. Et nous pensons que c'est certainement le ratio le plus important qu'une banque doit en permanence respecter. C'est sa solvabilité, c'est sa capacité à pouvoir rembourser les dépôts en fonction de tous les risques qu'elle a pris. Nous n'avons pas pu assister à la session de la commission bancaire,
Mais justement ce jour, sur les 12 banques auditionnées, une banque est en grande difficulté depuis plusieurs années. C'est une banque ivoirienne, la COFIPA. La commission lui a retiré son agrément. Les 11 autres ont reçu des avertissements ou se sont vus infliger des sanctions pécuniaires. Les banquiers, ce sont des bons élèves? Oui, et ceux qui ne sont pas des bons élèves, je pense que nous avons les moyens de les ramener très rapidement au nord. Ouais. Vous savez que dans la panoplie des sanctions, nous avons des sanctions administratives, on a des sanctions disciplinaires, on a des sanctions pécuniaires. Donc il y a tout un ensemble de sanctions. Et je pense que les banquiers, ils font tout pour ne pas tomber sur le coup des sanctions. Tous les matins, à la direction nationale de la BCEAO pour le Sénégal à Dakar, c'est le même rituel. Des représentants des banques commerciales en randonnion attendent de pouvoir effectuer leur virement. Messieurs, comment ça va? Et quand le directeur national arrive, tout le monde se lève. Ça va? Alors peut-être vous pouvez présenter les banques que vous représentez? Je m'appelle Tierno Laengom, je suis de la Trésor Aura Banque Sénégal. Trésorerie. Bonjour, je m'appelle M. Nia Mohamed, je représente la banque BDK. M. Cherdien, responsable des opérations de Coris Banque Sénégal. M. Jibril Samba, Ecobank Sénégal. M. Mohamed Lamine Gassama, je représente la Banque Crédit International. Moi, c'est Emmanuel Sagnon, je représente la Société Générale des Banques. Moi, c'est Pape Demba Faye, je représente le Crédit du Sénégal. Ces 7 banques vont effectuer 22 milliards de francs CFA de transferts pour le compte de leurs clients. Pourtant, depuis quelques mois, une rumeur circulerait sur la BCEAO. L'institution n'aurait plus assez de devises pour répondre aux demandes des banques. Mais d'après M. Lo, ce sont des balivernes. Vous avez besoin de 1 million, on vous donne. Vous avez besoin de 50 millions, on nous donne. Il y en a même qui nous amènent en un seul transfert 100 millions d'euros, par exemple, pour rapatrier des dividendes. Pour rapatrier des dividendes, 100 millions d'euros en une fois. Chaque matin, donc, ils viennent se présenter ici, amènent la documentation, les services vérifient. C'est OK, on les libère et nous commençons le travail en interne pour l'envoyer au siège. Soit la documentation est bonne, nous l'exécutons vers la direction des opérations de marché, ou elle n'est pas bonne, nous le leur retournons immédiatement. Donc, célérité dans l'exécution, on leur garantit 48 heures entre le moment où ils déposent et le moment où l'argent arrive à la destination partout dans le monde. Quand on vient avec un dossier bien établi au niveau de la Banque centrale, le taux, en fait, c'est 5 000 francs, en fait. La commission pour la couverture, juste la commission. C'est 5 000 francs CFA. Qu'on envoie 50 millions ou qu'on envoie 200 000, 5 000 francs de commission, juste pour... Alors que la commission sur le marché de refinancement peut aller jusqu'à 5% du montant. Quel est l'intérêt de la Banque centrale de faire payer aussi peu aux banques? Vous auriez aussi intérêt à faire payer plus cher? Nous avons un rôle de service public. Nous sommes la Banque centrale à la disposition des acteurs économiques. Nous gardons l'ensemble des devises de la zone. En contrepartie, nous ne leur demandons rien d'autre que de documenter, de montrer que ça correspond aux besoins de l'économie. Vous n'avez que des femmes autour de vous. C'est la spécificité de la Direction nationale pour le Sénégal. C'est vrai? Je vous celui qui avait le plus de femmes dans la banque? Autour de l'Union. C'est vous dire également la politique de la banque. À la banque, le mérite, rien que le mérite. Rien que le mérite. Qui dit banque centrale dit monnaie. Ici, les billets sont triés, comptabilisés et conditionnés. Des salles sous haute surveillance, des billets par milliers, et des femmes, encore des femmes, toujours des femmes. Nous sommes là dans une salle de tri mécanique, avec des billets de 10 000 cette fois-ci. Donc ces paquets nous sont arrivés. Celles-ci ont déjà fait l'objet de tri. Ces billets vont être réinjectés dans l'économie puisqu'elles ont été bien triées. C'est une qualité de billet qui est bonne. Nous la jugeons bonne et nous les remettons en circulation. Quel est le montant qu'il y a dans cette salle aujourd'hui? Actuellement, dans cette salle, nous avons des machines qui peuvent produire jusqu'à 200 paquets par jour. Ça représente combien? Là, par exemple, nous en avons 100 paquets.
par machine. Donc nous avons dans chaque machine, nous donnons à peu près 1 milliard en début de journée. Donc ça fait 6 milliards en début de vacation. À quelques mètres de là, les guichets. C'est ici que les banquiers effectuent leurs dépôts et leurs retraits. Là, nous sommes au niveau de la salle d'attente des banques, de la clientèle institutionnelle, les banques primaires et le trésor. Donc, quand ils viennent pour des opérations de guichet, leurs valeurs sont conditionnées dans des sacs scellés. Donc, ils attendent ici au niveau de cette salle en attendant leur accès au guichet, tout en sachant que l'accès au guichet se fait client par client. D'accord. Donc, on prend une seule personne à la fois. C'est un banquier, lui, il vient accompagner ses fonds. Oui, comment vous allez à la générale? Là, vous êtes venu faire un dépôt? Un dépôt, oui. De quel montant? 2 milliards 30 millions. Et vous allez prendre combien? 3 milliards. Ces deux opérations lui ont pris moins d'1 heure. Des paquets de 50 millions de francs CFA s'accumulent devant nos yeux, de quoi donner le vertige. C'est une sacrée responsabilité, ça, hein, pour vous. Tout à fait. C'est-à-dire que s'il manque un billet, on va dire que c'est beaucoup. Oui, mais quand même, en quittant à la Banque centrale, bon, comme il y a des caméras partout, ouais. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc j'ai fait la mise en sac, j'en prie. Je remplis le document de transport, je donne ça au convoyeur. Moi, je vais... Vous rentrez chez vous tranquillement. Voilà. Si la Banque centrale effectue un tri précis des billets et veille à détruire ceux qui sont défectueux, dans la rue, certains ont développé un véritable business autour des vieilles coupures. C'est illégal, mais cela se fait au vu et au su de tous. Nous sommes à Abidjan, au marché d'Adjamé. Sébastien est acheteur de billets usagés. Changez billet. Bien, il y a bien les bien gâté, je l'ai. Ce commerce semble nourrir son homme. Les clients viennent à lui, des deals qui durent à peine 5 minutes. Cette femme a un billet de 500 francs CFA hors d'usage. Sébastien le lui rachète 300 francs CFA. Billet. Ça vous arrange? Ça m'arrange. C'est mieux que je te pète. Parce que normalement, c'est pas ici qu'on échange l'argent dans la rue. Depuis la maman, je les cherche, je les sèche, mais je ne les ai pas vus. Mais quand je les ai vus passer, maintenant, c'est là que je les ai montrés. Oui, mais pourquoi vous n'allez pas dans une banque quelque part pour faire ça? Je vois que c'est un peu compliqué. Quand je les ai trouvés sur la rue, c'est un peu mieux. Ou bien. On peut vous donner un faux billet ou bien des faux jetons si vous faites ça dans la rue. J'ai jamais eu de problème. Comme moi-même, je connais les faux billets. Quand je touche, je connais. Et puis souvent aussi, ce qu'on verse aussi dans le faux billet là, ça sent couleur, ça se déchire. Alors que la BCEAO reprend ses billets usagés gracieusement, cette dame préfère perdre de l'argent que de se rendre à l'institution. Flegme, manque de connaissances, voire d'informations. Toujours est-il que Sébastien rachète une dizaine de billets par jour et gagnerait jusqu'à 10 000 francs CFA quotidiennement. On se débrouille une manière d'aider la population et la BCEAO. Hein? Parce que les billets gâtés, depuis le village jusqu'à Abidjan, il y a des billets qu'on ne peut plus utiliser. Nous, on paye à moitié, on va donner à d'autres personnes qui sont un peu en contact avec la BCEAO. Et ils prennent des personnes qui prennent des pourcentages avec nous et puis ils s'en vont de à la BCEAO. À la BCEAO, on n'en met pas 5 francs dedans et ils changent ça tranquillement. Nous, les billets, en général, on achète à moitié. 500, c'est 250. C'est comme si 2000, c'est 1000 francs. C'est comme ça aussi. C'est comme si 10 000, c'est 5 000. C'est la moitié, on fait. Vous n'êtes pas que vous jetez vos billets. Voilà, en tout cas, nous, on est là pour aider la population, comme aussi les parents du village qui ne savent pas comment ils vont changer les billets. Après, comment vous échangez ces billets? Bon, on donne à des patrons, ils prennent souvent 25%, 30% dans les billets. Puis les échanges, c'est comme ça. Supposons, comme un billet de 10 000, nous on paye à 5 000, eux payent nous donnent au moins 7 000. C'est comme si on a un bénéfice de 2 000 là-dessus, 7 000. Et comme ça se passe. Collecter des fonds auprès du public est strictement réservé aux banques et aux institutions financières.
Exercer cette activité pourrait donc valoir à Sébastien une peine allant jusqu'à 2 ans d'emprisonnement, ainsi qu'une amende pouvant atteindre plusieurs millions de francs CFA. Retour au Sénégal. Bonjour, monsieur le directeur national. Monsieur le directeur national de la BCEAO pour le Bénin. On a la chance d'avoir nos collègues des directions nationales. Le directeur national de la BCEAO pour le Mali, voilà, ils se congratulent, ils sont tout heureux de se retrouver. C'est ça l'ambiance à la Banque centrale, fête de fraternité et de convivialité. Hein? Comment vas-tu? Tu as fait un bon voyage? Ça va, merci. Et toi-même, ça va? Bien. Bien, merci. Une fois par an, tout le haut management, les responsables des structures de la BCEAO, ainsi que le secrétaire général de la commission bancaire, se réunissent au siège. On appelle cela le comité exécutif. Ça contient ces dossiers. En fait, c'est l'ensemble des dossiers qui seront examinés au cours de la session d'aujourd'hui. Il y a plusieurs points qui sont inscrits à l'ordre du jour. Il y en a 8. Malheureusement, je ne pouvais pas vous donner le contenu. Pourquoi? À ce stade, c'est réservé aux seuls participants de la réunion. À la BCEAO, on aime le secret. Quand on gère la monnaie de plusieurs États, tout est sensible. Mais l'objectif de cette réunion est de présenter au gouverneur, entre autres, les grands dossiers importants de la banque. Et notamment, le cadrage monétaire pour l'année à venir. Une 50aine de personnes sont présentes. Chacun sa place, en fonction de son poste. Ça va, tu vas bien? Où est ma place? Tu n'as pas ajusté ma carte toujours? Hein? Non, je vais pas l'ajuster. Ma place, elle est où? Je la cherche. Mais, Waki, où est-ce que je suis? Nous, on est où? Où est Samba? Je ne suis plus à côté de toi. Mais je suis en train de chercher ma place, mais je ne la trouve pas. Les gens ne veulent plus te donner de place. Ah non, je dois être de l'autre côté. Je dois être de l'autre côté. Oui. Vous avez la même place? Non, parce qu'avant, j'étais dans la direction générale des opérations. Et maintenant, comme j'ai changé, il faut que je... Tu sais, le comité exécutif, c'est une fois par année. Hein? Donc, il faut que je retrouve ma place. Alors, attends, je vais voir Samba. C'est où? Voilà, je suis assis complètement au bout. Donc, on va aller là-bas. Dans cette réunion, on parle cadrage macroéconomique, stabilité monétaire, mais surtout stratégie de la banque. Conclusion, l'accès nous est refusé, encore. Le vendredi, c'est jour de boubou au siège, une tradition héritée du premier gouverneur de la BCEAO, Abdoulaye Fadiga. Le directeur de cabinet du gouverneur, Siriki Kone, travaille ici depuis une 30aine d'années. Sa fonction en fait l'un des plus proches collaborateurs du gouverneur. Quels sont les avantages et les inconvénients du directeur de cabinet, surtout du gouverneur? Bon, c'est vrai que c'est prenant, c'est astreignant. Et en fait, tout ce qui arrive au gouverneur passe quasiment par vous avant d'y arriver. Vous êtes un peu au sommet de la pyramide. Il faut un peu tout regarder, il faut tout contrôler. Bon, ça demande un peu de sacrifice de soi. Il faut être là au bureau avant le gouverneur, naturellement, pour lui préparer sa journée, en même temps que son assistante. Et il faut être le dernier à quitter le bureau. Je ne peux jamais quitter le bureau tant que le gouverneur n'est pas parti. Travailler à la Banque centrale, c'est stressant. Stressant, oui, parce qu'en permanence, vous avez l'obligation de résultat. En permanence, vous avez le souci de la perfection, qu'on n'atteint jamais de ce monde. On essaie de s'y rapprocher. Évidemment, ça peut créer un stress. Mais au bout de 35 ans, vous voyez que ça devient naturel pour nous, au bout de 35 ans. Je ne peux pas dire que je vis un stress particulier, mais il est permanent. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier jour à la Banque centrale et est-ce que vous pensiez rester aussi longtemps? Bon, alors, madame, excusez-moi. Allez-y. Allô? Difficile de faire une interview avec le directeur de cabinet du gouverneur. Son téléphone sonne sans cesse. Bon, d'accord. Tout passe par lui. Merci, j'arrive. Alors, madame, vous voyez, ça c'est un travail de directeur de cabinet. On me dit le gouverneur a une urgence, il me demande de descendre immédiatement.
ne peux pas faire attendre les grands frères. Je vais très bien. Et toi-même, ça va? Ça va. Merci. Vous vous souvenez alors de ce premier jour que vous avez fait à la Banque centrale? Donc, je lui parle de mon premier jour à la Banque centrale. Est-ce que vous pensiez que vous alliez rester aussi longtemps? Alors, si je vais être sincère avec vous, le premier jour, le milieu m'a paru assez singulier. Parce que moi, je venais d'un autre milieu qui est totalement différent. Et j'avoue que j'ai passé 3 mois à me poser la question si j'avais bien fait de venir. Mais vous voyez, ça fait 35 ans que ça dure. Donc je pense que j'avais fait le meilleur choix. Le gouverneur et son directeur de cabinet vont inspecter les derniers préparatifs pour le prix Abdoulaye Fadiga. Ils ont fini la mise en place? Oui, ils sont là-bas, Samba, machin, etc. La cérémonie d'ouverture. L'ouverture de la semaine de l'inclusion. Voilà, avec le président du Conseil des ministres. Ça n'arrête jamais en fait. Ça n'arrête pas. Et c'est comme ça jusqu'en fin d'année. Ah oui. Et la nouvelle année aussi, ça commence, j'ai le programme. On a des programmes. Il y a janvier, 4 janvier, 11 janvier, 15 janvier, ainsi de suite. À la BCEAO, le titre confère la responsabilité. Mais que l'on soit directeur général, conseiller ou gouverneur, on cultive l'humilité. C'est le même dispositif. Oui, qu'avant-hier. Ah bon? Alors vous voyez un exemple. Le gouverneur tient à venir lui-même regarder les préparatifs pour s'assurer que tout va se passer comme il le souhaite. Il est très exigeant. Ah oui, tous les gouverneurs de la Banque centrale, c'est pareil. On a des autres qui viennent s'assurer que toutes les dispositions ont été prises et tout. Dans vos fonctions, quelle est la chose la plus ennuyeuse? C'est l'échec qui est le plus ennuyeux pour nous. Et c'est pourquoi vous voyez que tout au long, sur toute la hiérarchie, même le gouverneur lui-même, il descend pour regarder parce qu'il ne veut pas de l'échec. Les agents sont polyvalents et peuvent travailler dans différentes directions sans que cela soit un problème. Il est 7 h du matin, le jour se lève sur Dakar. Alioune Blondin-Beye travaille à la BCEAO depuis 22 ans. Juriste de formation spécialisé dans les affaires économiques, il est aujourd'hui directeur général de l'administration et du patrimoine. Bonjour, tout va bien? Allez, bonne journée. Merci. Nous sommes le jour de la remise du prix Abdoulaye Fadiga. Alioune Blondin-Beye est stressé. Tout doit être impeccable. Grosse journée? Oui. Une journée assez particulière aujourd'hui. La cérémonie du prix Abdoulaye Fadiga. La banque veut marquer cet événement-là d'une pierre blanche. C'est toute notre histoire qui va remonter à la surface aujourd'hui. Allô, bonjour monsieur le conseiller. Oui, bonjour monsieur Désiré. Ça va? J'avais une interrogation là sur la manifestation de ce matin. Oui. La chorale. Oui. Vous la positionnez juste derrière ceux du premier rang? Parce qu'eux, ils vont devoir être mobiles. Hein. Mais vous avez mis les conseils spéciaux où? Ils sont là, les conseils spéciaux. Quoi? Les conseils spéciaux. Ouais. Hein? Donc tu mets M. Lee, et puis M. Lee là, et puis M. Dem à côté. Voilà. Tu m'enlèves les tables. Toutes les tables, vous me les enlevez. Il n'y aura pas du tout d'espace. Voilà, c'est terminé, c'est bon. Dans l'amphithéâtre du siège de la BCEAO se presse le gratin de la finance africaine et mondiale. Le FMI comme la Banque mondiale y sont représentés. Les prix distribués récompensent un travail de recherche original portant sur un sujet d'ordre économique, monétaire ou financier, présentant un intérêt scientifique avéré pour les États membres de l'UMOA et pour la BCEAO. Outre le prestige de ces lauriers qui les distinguent en tant qu'élite économique africaine, les lauréats percevront 10 millions de francs CFA chacun. Satisfait de la cérémonie? Oui. C'était trop émouvant. Moi, je suis quelqu'un de très... Il est émotif.
Qu'est-ce qui vous a le plus ému? Chaque fois qu'on parle du gouverneur Fabien, je suis ému. Encore. C'est un modèle pour nous tous. Et ça, c'est important. Bonsoir, Monsieur Smaïla Dem. Bonsoir. Nous vous recevons en votre qualité de conseiller spécial du gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Merci de nous accueillir au siège de la banque. Pas de quoi. Commençons par les épargnants. Là, nous touchons le cœur d'une de nos activités, la vie de nos concitoyens. Est-ce que les épargnants devraient avoir confiance en la BCEAO, devraient avoir confiance en leur monnaie? Bien sûr, bien sûr. Nous pensons que, en tout cas pour ce qui concerne la BCEAO et le franc CFA, nous pensons que les épargnants devraient avoir confiance à la BCEAO et au franc CFA. Quand même, ça fait bientôt 60 ans que la BCEAO a été créée et je pense qu'au cours des 60 dernières années, la Banque centrale a monté par tous les succès qu'elle a connus, par toute la renommée internationale dont elle jouit aujourd'hui, qu'elle était une banque centrale crédible et que le franc CFA, la monnaie donc qu'elle gère, était une monnaie solide. Vous parlez de solidité de la monnaie. Et pourtant, il y a beaucoup de critiques, vous le savez. Mais d'abord, première question, est-ce que, étant une monnaie solide, elle n'est pas une monnaie trop forte pour nos économies? Non, nous pensons que la force d'une monnaie dépend de ses fondamentaux. Le franc CFA est bien équilibré avec ses fondamentaux macroéconomiques. Elle n'est ni trop forte, ni trop faible. Et nous pensons que c'est ce qui est important pour les économies des pays. C'est tout le contraire de ce que pensent beaucoup d'économistes. Sur le franc CFA, prenons les choses pas à pas. On vous reproche de vous arrimer encore à l'euro. Et là, ce sont les vestiges du colonialisme. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je dirais que c'est très exagéré. C'est très exagéré et de dire que l'arrimage à l'euro, c'est un vestige du colonialisme. D'abord, on ne peut pas mettre une croix sur notre histoire. L'histoire, c'est que nous avons été colonisés, bien sûr, par la France. Et que donc, quand nous avons pris notre indépendance, nous avons gardé la monnaie. De la même façon, et ça c'est le gouverneur Koné qui le dit souvent, que lorsque les Sud-Africains ont gardé le rand, qui était une monnaie de l'apartheid, il y avait bien sûr des raisons. C'est parce que les questions monétaires sont très sensibles et qu'il est important de garder une certaine stabilité. Mais là, sans doute qu'à la différence de l'Afrique du Sud, il y a une sorte de mainmise ou de contrôle de la France à travers la Banque de France sur, soi-disant, la gestion du franc CFA. Non, vraiment, il n'y a aucune mainmise de la Banque de France ou de la France sur la gestion du franc CFA. Le franc CFA est une monnaie des Africains, contrôlée par les Africains et pour les Africains. Alors, contrôlée par les Africains, on parle comment vous dites, de cette réserve de change. Toute banque centrale a des réserves de change. Les réserves de change de toutes les banques centrales sont gardées dans des comptes à l'étranger. Comme toutes les banques centrales du monde, et là encore c'est le gouverneur Koné qui l'a dit, la Banque centrale, nous avons 32 comptes. 32 comptes, allez. 32 comptes. Nous avons un compte à la Fédérale Réserve des États-Unis, nous avons un compte en France, nous avons un compte avec des banques chinoises, nous avons des comptes avec les banques japonaises, avec les banques de presque tous les grands pays du monde. Il n'y a que donc notre compte auprès de la Banque de France, le compte d'opération, qui crée autant de polémiques. Quelle serait la perte pour notre économie de ne pas être arrimé à l'euro, à la Banque de France? Revenons donc à l'histoire du franc CFA. Lorsque nos pays nouvellement indépendants ont décidé de se mettre ensemble pour créer l'Union économique et monétaire ouest-africaine et le franc CFA, ils avaient un certain nombre d'objectifs. Ces objectifs étaient d'avoir donc premièrement une monnaie commune. Deuxièmement, ils voulaient une monnaie qui soit convertible. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une monnaie est convertible? Ça veut dire que cette monnaie, elle doit pouvoir s'échanger dans les autres pays. Et cette convertibilité, les pays de l'UEMOA, nouvellement indépendants, ne pouvaient pas l'avoir comme ça. Et donc, ils ont décidé de recourir à leur partenaire, la France, à travers les accords de coopération pour assurer cette convertibilité. Monsieur le conseiller Dem, le franc CFA, pour être très simple et très clair, nous appauvrit-il? Pas du tout, pas du tout. Au contraire, nous pensons que le franc CFA est comme un filet de sécurité, un outil indispensable dans la lutte contre la pauvreté dans notre pays. D'abord, je voudrais dire que
le rôle de la monnaie n'est pas forcément de lutter contre la pauvreté, parce qu'il y a des pauvres dans tous les pays du monde. Quelle que soit la monnaie, nous rencontrons des pauvres. Donc, faire un lien entre le franc CFA et la pauvreté, un lien aussi direct que vous le faites entre la monnaie et la pauvreté, nous pensons que ce n'est pas exactement correct. Maintenant, quels sont les avantages du franc CFA dans la lutte contre la pauvreté? Le franc CFA, comme je vous l'ai dit, est une des zones de plus faible inflation en Afrique. C'est chez nous ici que la hausse des prix est la plus faible dans les pays africains. Et donc, c'est chez nous que le pouvoir d'achat des pauvres est le plus sauvegardé. Et ces réussites du franc CFA, c'est quoi pour bien vous? sûr. Ce qu'on vendait à vos homologues Bien sûr, nous leur disons que les réussites du franc CFA sont extrêmement importantes. Les réussites du franc CFA, c'est que nous sommes aujourd'hui la zone de plus forte croissance en Afrique. Nous sommes aujourd'hui la zone de plus faible inflation en Afrique. Donc la zone UEMOA, en particulier, est caractérisée par une croissance très forte, une inflation très faible, une stabilité macroéconomique que les autres pays nous envient. En première ligne, il y a aussi les banques. Oui. Là, M. Ismaël Adem se tient juste à côté. Oui. La commission bancaire de l'UEMOA. Oui. Ici, prend des décisions importantes par rapport aux banques. C'est ça. Alors, vous allez nous dire, c'est vous qui donnez les agréments. Oui. Comment un agrément s'octroie à une banque? Quelles sont les conditions? Alors, un promoteur, parce que de banque, s'il veut créer une banque, doit respecter un certain nombre de conditions. Il doit d'abord déposer un dossier, et dans ce dossier, il doit nous montrer sa capacité technique, qu'il a donc des connaissances ou qu'il a réuni une équipe qui a suffisamment de connaissances pour pouvoir gérer une banque. Il doit également montrer sa capacité financière, qu'il a suffisamment de capitaux propres pour pouvoir gérer une banque. Il doit également montrer son honorabilité, parce que vous savez bien qu'une banque, c'est gérer des fonds du public. Et donc, on ne peut pas confier la gestion d'une banque, on ne peut pas permettre à quelqu'un qui n'a pas une honorabilité que nous jugeons suffisante de créer une banque. Donc, le dossier doit respecter l'ensemble de ces éléments. Et une fois que la commission, donc, qui se tient à côté, statue, elle vous autorise à créer la banque ou pas. Et on se rappelle qu'il y a quelques années, vous avez donc, avec les banques, les associations des banques, décidé de 19 mesures, 19 services bancaires qui permettraient justement aux banques d'aller vers la gratuité. Alors, aujourd'hui, quel bilan fait-on de ces services auprès des consommateurs? Le bilan qu'on peut en faire avec les différentes missions de la commission bancaire, c'est que la mesure est largement respectée. Bien sûr, comme pour toute mesure, il y a toujours des brebis galeuses, il y a toujours des gens qui essaient de contourner la loi, mais dès que la commission bancaire constate ces manquements-là, la commission bancaire prend les mesures appropriées, prend les sanctions prévues dans la réglementation pour ce type de manquement. Parlons des sanctions, parce que la commission est là. Quel type de sanctions encourt une banque qui ne respecterait pas un certain nombre de règlements? Ces sanctions peuvent aller du simple sanctions administratives comme l'avertissement, le blâme, à des sanctions pécuniaires. On peut, sur la base donc, des textes de la commission, infliger des sanctions pécuniaires aux banques qui ne respectent pas la réglementation. Et la plus dure des sanctions, je crois, c'est retirer l'agrément ou tout simplement limoger d'office les dirigeants de cette banque. Il arrive que... Est-ce que cette mesure ou cette décision a-t-elle été déjà prise dans notre zone? Le retrait de l'agrément à une banque? Bien sûr, bien sûr. Et pas plus tard qu'à la dernière session, comme je vous le disais, il y a une banque qui a vu son agrément retiré par la commission bancaire. Donc, ce n'est pas rare que la commission prenne des sanctions contre les banques. Parce que chacune de ces sessions, la commission prend des sanctions contre les banques. Quelle est la régularité de ces contrôles auprès des banques? Alors, il y a tout un dispositif pour faire le contrôle auprès des banques. Ce contrôle est fait à la fois par la Banque centrale, en tant que Banque centrale, le siège, la direction nationale, et par la commission bancaire, le secrétariat général. Alors, d'abord, il y a ce que nous appelons le reporting. Le reporting, c'est toutes ces données que les banques nous envoient quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement. Et dès que nous constatons qu'il y a des manquements ou il y a des non-respects de la réglementation qui ressort de l'analyse que nous faisons de ces données que nous recevons quotidiennement, les banques sont tout de suite interpellées. La commission bancaire envoie des équipes
sur place, au sein de la banque. Et cette banque est donc analysée, ses états sont audités. Et si les manquements sont confirmés, la banque également encourt des sanctions de la commission bancaire. Donc le dispositif, nous pensons qu'il est vraiment complet, il est adapté aujourd'hui à la situation. Selon nos enquêtes, nous nous rendons compte que les consommateurs, les clients sont l'objet encore de beaucoup de frais bancaires. Alors, quel peut être le recours pour eux? J'en profite pour lancer vraiment un appel à tout le public. Ceux qui se sentent lésés par les pratiques de leur banque de façon générale peuvent se plaindre. Ils ont la possibilité de se plaindre soit à la commission bancaire, soit à la banque centrale. 60 ans d'existence, un taux de bancarisation assez faible. Qui est responsable? Les banques, la BCEAO qui n'agit pas suffisamment? Je crois que la faiblesse de la bancarisation est un problème qui est commun aujourd'hui à presque toutes les banques centrales des pays en développement. Au niveau de la banque centrale, nous avons pris conscience, bien sûr, de la faiblesse de l'inclusion financière dans notre zone. Et si vous voyez, d'abord, la première étape a été de mettre en place ce que nous appelons les systèmes financiers décentralisés, qui étaient donc des institutions financières qui étaient dédiées aux revenus faibles. Monsieur le conseiller, sur les systèmes financiers décentralisés, les microcrédits, c'est quoi concrètement? Les systèmes financiers décentralisés, ou communément ce qu'on appelle la microfinance, ce sont ces institutions financières qui sont dédiées aux revenus modestes. Ces institutions n'ont pas les mêmes contraintes que les banques. Elles sont plus adaptées pour faire des crédits de petits montants que les banques ne peuvent pas faire aux revenus défavorisés. Vous avez institué donc des banques, un système financier décentralisé. Pour autant, la bonne dame qui va au marché et qui veut prendre un crédit dans un organisme de microcrédit se retrouve avec des taux extrêmement exorbitants. Lorsqu'on calcule un taux par 1, cela peut paraître élevé, mais lorsque une bonne dame, je vous donne un exemple, prend un crédit de 10 000 francs le lundi et rembourse 11 000 francs le vendredi, cela peut paraître élevé, effectivement, si on calcule ce taux dans l'année. Ça va nous revenir à des taux du genre 17-20%. Mais elle, la bonne dame, ces 10 000 francs qu'elle a pris le lundi lui ont permis d'aller acheter du poisson, faire des beignets, les vendre tout le long de la semaine. Elle a gagné peut-être 5 000, 15 000. Le vendredi, elle vient et rembourse 11 000 et elle garde 4 000. Vous voyez? Comment elle peut faire pour baisser ces taux? Est-ce qu'il y a des possibilités? La réglementation sur l'usure, la loi sur l'usure applicable dans l'ensemble des pays de l'UEMOA indique par exemple que le taux maximum auquel les systèmes financiers décentralisés peuvent faire un crédit, la microfinance, c'est 24%, et pour le système bancaire, c'est 15%. Ce qu'on peut également dire aux usagers des services financiers, c'est qu'au niveau de la Banque centrale, nous refinançons le système bancaire au taux minimum de 2,5%. C'est-à-dire aujourd'hui, les banques peuvent recourir à des prêts auprès de la Banque centrale à 2,5%. Donc les usagers de crédit peuvent négocier des crédits auprès des banques jusqu'à ce niveau-là. Nous sommes en train de développer avec la stratégie d'inclusion financière ce qu'on appelle la finance mobile et la fintech. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, le secteur de la finance mobile est quand même devenu très important. Très important. Mais moins. Combien représente-t-il en termes de masse financière qui circule à travers ce mobile banking? Alors, ce qu'on peut vous dire, c'est que par an, nous avons autour de 6 000 milliards de francs CFA, de transactions qui se fait au titre de la finance mobile dans l'Union. C'est extrêmement important. Ce sont des dizaines de milliards de francs CFA qui, chaque jour, se font en termes de transactions financières à partir de la finance mobile. Merci, M. Ismaël Adem, de nous avoir instruits sur le fonctionnement et les missions de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. J'espère que cette émission vous a aidé à mieux comprendre les enjeux de notre politique monétaire. Je remercie l'ensemble des équipes de Soprod et de RTI1 qui m'ont aidé à préparer cette émission. Je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fin d'année. Je vous retrouve dès le mois de janvier pour de nouveaux numéros de 52 minutes pour comprendre. Bonne fin de soirée sur RTI1.